Ben Bella dit détenir des dossiers. Il cite pêle-mêle l'affaire du Tristar présidentiel, la reconstruction de Chlef après le tremblement de terre, le sanctuaire des martyrs réalisé à Alger avec les Canadiens et le dossier Bellossef. Sauf que dans toutes ces affaires, il n'y a pas l'ombre d'une preuve de l'implication personnelle de Benjdid. Au contraire, l'ancien président, chaque fois qu'il a été alerté sur des suspicions de détournement, a agi avec force et rapidité contre ceux qui, forts de leur position, avaient tenté d'en profiter pour des enrichissements personnels. Ben Bella, en prenant pour argent comptant ce que dit la rue, aurait dû se rappeler les accusations infondées dont il avait lui-même fait l'objet à propos de ce qu'étaient devenus les bijoux des Algériennes et les économies des Algériens versées spontanément par eux dans la caisse de solidarité Sandouk al-Tadamun au lendemain de l'indépendance. Après le 19 juin 1967, les services, sur ordre, avaient lancé une vaste opération de rumeurs consistant à éveiller des doutes sur la destination finale de cette caisse. Les Algériens ne savaient plus si Ben Bella avait été renversé pour faire de la place à son concurrent ou parce qu'il avait détourné l'argent du peuple. En quoi Benjdid est-il responsable des agissements de Bellossif ou du colonel Badreddine? Ces deux anciens officiers supérieurs n'ont jamais mis en cause sérieusement Benjdid et, quand l'un d'eux a essayé de le faire, ces allégations ont été vite déconstruites par l'enquête objective de ses propres pairs. De toute façon, dans les deux cas, la justice s'était saisie des dossiers. Boudiaf arrive au moment où les bruits et les chuchotements sont à leur comble. Les 26 milliards dont l'écho n'en finit pas de résonner jusqu'à aujourd'hui est un carreau tiré par Abdelhamid Brahimi, l'inamovible chef de gouvernement de Benjdid, pour faire le plus de mal possible aux gestionnaires qui l'ont remplacé au moment où le pays était engagé dans la campagne pour les législatives de décembre 1991. J'ai dit plus haut que, sommé par la justice de fournir ses preuves, il avait pris la fuite. À l'époque déjà, les gens disaient avec raison, voilà 3 chefs de gouvernement qui dénoncent, après coup, des comportements de corruption. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait au moment où ils étaient au pouvoir? Pourquoi ne les ont-ils pas empêchés alors qu'ils avaient la possibilité de le faire? En réalité, ces anciens chefs de gouvernement, nourrissant des ressentiments et fâchés de ne plus être aux commandes, avaient choisi en toute connaissance de cause de fournir aux intégristes l'arme morale qui leur manquait, celle d'être des paragons de vertu face à un océan de turpitude. C'est ainsi que le procès de l'ancien général Mostafa Bellossif s'ouvre le 28 avril 1992. Boudiaf ne veut pas entendre d'un éventuel report. La justice passera partout, et pas simplement pour punir les corrompus, elle passera aussi contre ceux qui tuent des musulmans au nom de l'islam. Le 26 mars, une caserne de l'ANP située à Bourzoul est attaquée et de jeunes militaires sont égorgés. À la mi-mai, les assaillants de l'amirauté d'Alger et ceux de la caserne des gardes-frontières de Gmar, dans le sud-est algérien, sont condamnés à mort. La fièvre monte de plusieurs crans. Les appels au soulèvement général contre la junte sont placardés sur les façades des immeubles. Les mosquées militantes les relaient en boucle. Dans ce contexte dramatique, Boudiaf emprunte la piste balisée par ceux qui veulent le voir se perdre dans une épuisante chasse aux sorcières. « Monsieur le Président, lui dis-je, c'est simple que ceux qui dénoncent et accusent donnent à la justice les preuves qu'ils disent détenir, et vous veillez personnellement à ce que les choses aboutissent et nous vous aiderons de toutes nos forces. » Boudiaf en convient. Il est demandé au procureur de la République d'aller au fond des choses afin que les dénonciateurs apportent des éléments concrets à même de permettre à la justice de faire son travail. Ahmed Ben Bella, sollicité, dit avoir donné aux juges qui l'ont interrogé sur les dossiers qu'il affirme détenir l'adresse d'un organisme aux États-Unis créé par d'anciens membres de la CIA, du FBI et du Pentagone pour retrouver les fortunes détournées. Ben Bella, au lieu de répondre aux questions précises que lui posent les magistrats, leur demande de s'adresser à un organisme étranger. Est-ce que je suis en train de dire que tout le monde a été blanc comme neige? Nullement. Je dis simplement
que les dénonciations et les accusations au moment où le terrorisme frappe ont une autre finalité que celle qui consiste à servir la justice. À l'issue de l'enquête diligentée par la gendarmerie, il s'avère que Hadj Bettou, le trafiquant transfrontière qui avait tant défrayé la chronique, n'était qu'un commerçant riche et entreprenant et rien d'autre. Les 2 Kalachnikovs trouvés chez lui étaient utilisés pour défendre ses transports contre les pillards fréquents sur les itinéraires de ses camions dans le Grand Sud. L'affaire Bettou trouvera son épilogue juste et équilibré devant la justice militaire. Mohamed Boudiaf suit personnellement le déroulement de l'enquête et l'évolution de l'instruction. À aucun moment, les gendarmes ou les magistrats ne découvrent le fameux réseau tentaculaire et mafieux construit par la rumeur. Je répète que je ne suis pas en train d'affirmer que les actes de corruption n'ont pas existé. Je dis qu'il n'y avait pas en Algérie à l'époque un consortium du crime capable de penser, mûrir et exécuter un attentat contre un président de la République. Les actes de corruption ont existé, mais ils étaient le fait d'individus sans lien entre eux, actes isolés et cachés, situés dans les pages non écrites des contrats signés avec l'étranger. Mais il faut rester prudent avant d'accuser. Le prix payé par l'Algérie par rapport à celui admis ailleurs dans les mêmes paramètres techniques peut être une indication, mais il y aura toujours dans les termes de l'équation l'inconnu de l'incompétence des négociateurs et celui des passe-outre politiques inspirés par des considérations de raison d'État qui n'ont rien à voir avec la corruption. C'est ce contexte lourd, malsain, chargé d'accusations, de suspicions et de surenchères qui fera dire à beaucoup, après l'attentat d'Annaba, que Boudiaf a été victime de la mafia politico-financière. Le conseil consultatif. Parler, expliquer, dialoguer, tenter de convaincre ne suffit pas. Il faut des relais dans la société. Le 22 avril 1992, le conseil consultatif est mis en place. Boudiaf dit qu'il a de la peine à trouver 60 personnes honnêtes. Ce que dit Boudiaf surprend et attriste beaucoup de monde. Je constate que les anciens du mouvement indépendantiste qu'il a exhumé de l'oubli et tiré de leur retraite sont passés par là. Ils ont un point de vue assez particulier sur les choses et les gens. Ils mettent tout le monde dans le même sac. L'ANP aurait-elle pu arrêter le glissement qui entraînait le pays vers la fosse intégriste si elle n'avait pas eu à ses côtés une majorité d'Algériens représentés par les hommes du CNSA, de l'UGTA, des organisations estudiantines et de la presse, une presse la plupart du temps admirable de liberté de temps, d'engagement patriotique et de courage. Boudiaf a été longtemps loin du pays. Il n'a pas suivi en temps réel tout ce qui s'y est passé. Il ne comprend pas que les usages du parti unique ont asséché l'imagination et donné des réflexes pavloviens à de nombreux membres de la classe politique. Formatés dans l'obéissance et l'allégeance, ils privilégient ceux qui serrent leur carrière et fuient ceux qui perturbent leur routine ou menacent leur confort. Ils ont une peur panique du silence du téléphone, du retrait de leur chauffeur et du temps vide à la durée incertaine où se révèle la férocité des autres et les faiblesses longtemps cachées du corps. C'est cette coquille sans ressort et sans conviction qui désespère Boudiaf. Je souffre quand je vois que des choses ne sont pas faites. Quand on a un pays qui ne marche pas et que notre peuple est lassé de tout cela. J'ai pour ma part trop de respect pour Boudiaf pour lui dire que l'Algérie, même après l'ébranlement qu'elle a subi, compte encore des milliers d'hommes honnêtes et courageux. Je suis certain qu'il finira par s'en apercevoir. Vigilance. J'ai dit que notre principal souci était de rester sélectif dans notre combat contre le terrorisme. Nous commençons par la recherche du renseignement. Nos moyens à l'échelle nationale sont insuffisants. J'ai dit aussi ce que nous a coûté l'éloignement des renseignements généraux de leur mission classique. Les permanences du FIS et les APC gérées par ces militants ont eu largement le temps de faire disparaître les fiches personnelles des affidés. Nous ne savons pas encore qui a rejoint le maquis et quels sont ceux qui sont dans les réseaux de soutien. La gendarmerie est en manque d'effectifs. Malgré ce que nous avons vécu en octobre 88 et le travail qui a été fait pour mettre au niveau nos moyens,
nous sommes encore loin de pouvoir répondre efficacement à la vague terroriste. Les groupuscules armés arborent les sigles de l'AIS et du MIA. Les JIA sont déjà nés et leur attentat cible les populations civiles, précisément ces civils particuliers que sont les parents des membres de l'ANP et des services de sécurité. Des structures opérationnelles ou de coordination voient leur jour et sont mises en place dans l'urgence. Le Centre de coordination et de lutte anti-subversive, les sous-CTRI, Centre territorial de recherche et d'investigation, que nous rattachons au ministère de l'Intérieur. Dans l'urgence également, nous procédons à des mutations et à des permutations d'officiers afin que les éléments les plus dynamiques soient utilisés à bon escient. La chaîne de commandement, pour plus d'efficacité, s'applique à toutes les questions logistiques et administratives. Nous tenons à rester dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre en conférant aux Ali des prérogatives et des moyens à même de leur permettre de diriger et de coordonner l'action des états-majors combinés que nous mettons en place. Ces états-majors sont composés du commandant du secteur opérationnel, de celui du groupement régional, de la gendarmerie, du chef de la sûreté d'Ouilaya, du commandant du sous-CTRI et du procureur de la République. La protection civile et la santé sont également représentés dans ces états-majors. Je veille à encourager ceux qui démontrent sur le terrain leur courage et leur professionnalisme. Je n'hésite pas à aller à leur rencontre pour les féliciter et les inciter à encore plus de vigilance. Le 3 avril, je me rends à Al-Afroun pour féliciter les hommes de la DGSN qui ont résolu l'affaire de la prise d'otage de la BNA. Leur sang-froid et leur détermination ont réduit les pertes humaines et évité des dégâts matériels. J'élève au grade de sergent le caporal qui s'est opposé au péril de sa vie aux assaillants de l'amirauté d'Alger. Il faut éviter coûte que des armes puissantes tombent entre les mains des djihadistes. J'imagine ce que peut faire une pièce de 12,7 mm contre un hélicoptère ou un bazooka contre un blindé. La structure chargée de l'antiterrorisme prend les mesures qu'il faut pour nous prémunir contre cette éventualité. La vigilance, quand elle fait défaut, coûte des vies humaines. Elle avait joué au ministère de la Défense quand une valise pleine d'explosifs a été introduite dans le mess des officiers. La menace qui pesait sur la vie de ses proches avait conduit un officier à obtempérer aux ordres du fils. C'est de nuit, sur une plage du Figuier, à mi-chemin entre Boumerdès et Zmouri, à l'est d'Alger, que l'infortuné commandant, terroriste malgré lui, avait reçu des mains même de Chebouti la machine infernale réglée pour exploser à l'heure où, habituellement, un maximum de personnes se retrouvaient. Le service de sécurité du MDN, vigilant et attentif à chaque détail, avait fait avorter l'attentat. Le projet avait été déjoué parce que la grille d'alerte avait fonctionné. Un militaire qui n'appartient pas à l'administration centrale du ministère ne s'y rend que pour raison de service. L'accès aux messes est dérogatoire, mais celui qui vient de loin pour aller uniquement aux messes attire l'attention de la sécurité. A fortiori, quand il a une mallette à la main. La vigilance que je recommande dans toutes mes directives et dans toutes mes interventions permet de sauver de nombreuses vies humaines. Je me présente quelquefois à l'improviste dans nos installations afin que les chefs d'unité gardent à l'esprit que je peux être là au moment les plus improbables pour vérifier que les mesures de vigilance sont bien appliquées. Aucune inquiétude du côté des officiers qui ont été membres de l'ALN. Les réflexes du maquis refont surface. Rares sont ces officiers qui se font surprendre en sortant de la maison, en faisant leurs courses au marché ou dans leur voiture arrêtée à un feu rouge. J'interdis le port de l'uniforme en ville et l'imprudence qui consiste à placer sur la plage arrière du véhicule en stationnement des objets pouvant dévoiler la profession de leur propriétaire. Apprendre à l'armée à combattre le terrorisme n'est pas chose facile. Il faudrait apprendre à marcher à pied dans le maquis pour dénicher les casemates et les détruire, dresser des embuscades partout où les intégristes armés sont susceptibles de passer, leur interdire le ravitaillement, découvrir les réseaux de soutien, leur rendre le retour dans les agglomérations impossibles, surtout dans la capitale où, politiquement, le moindre coup de feu résonne très loin. En un mot, les confiner d'abord dans les djbels, les isoler et enfin les acculer par des commandos de chasse infiltrés discrètement dans les zones où ils sévissent encore
en relative sécurité. Les régiments de paracommandos, fer de lance de la lutte antiterroriste, ainsi que les autres forces armées de la République, gendarmerie et police, bénéficiaient de l'action incomparablement efficace des GLD. Nous distribuons 200 000 armes aux volontaires, souvent de simples citoyens civils, des militaires à la retraite et d'anciens maquisards qui se présentent spontanément aux portes des gendarmeries.